Alors, bienvenue les amis sur cette nouvelle série de vidéos qui va porter sur PyTorch. Pour ceux qui ne connaissent pas PyTorch, c'est une librairie qui permet de faire du machine learning, en particulier du deep learning. Il a été développé à la base pour concurrencer un peu TensorFlow et on verra peut-être les forces et les faiblesses de PyTorch. Il a été développé par Facebook et il permet notamment d'exploiter les puissances des cartes graphiques NVIDIA pour accélérer le calcul dans les processus de deep learning. Alors, la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de fixer les bases afin de pouvoir à la longue concevoir des réseaux de neurones et de pouvoir voir quelle application intéressante on pourra faire avec. Alors, la première des choses lorsqu'on fait du machine learning, c'est les données, acquérir les données et pouvoir les traiter. Donc, pour pouvoir faire cela, on va utiliser des variables pour représenter ces données-là que l'on reçoit. Et en fonction justement des données que l'on a, eh bien, il peut être très intéressant de savoir quelles sont les variables pour pouvoir gérer ce cas de scénario. Et donc, la première des choses à voir, c'est que, alors vous pouvez installer PyTorch si vous avez Anaconda. Alors, si vous avez des difficultés d'installation, veuillez me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo exclusivement sur comment utiliser Anaconda et pouvoir installer les librairies de deep learning de façon aisée. Et donc, là, on importe NumPy et Torch. Vous verrez pourquoi je le fais, parce qu'on en aura besoin pour un traitement un peu particulier. Mais sinon, ici, l'objectif, c'est pas NumPy, mais ici, l'objectif, c'est Torch. PyTorch, c'est la version Python de Torch, mais là, on importe Torch. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est les scalaires. Alors, un scalaire, c'est une valeur. Donc, on peut définir la valeur, par exemple, 1. Et ce qui est aussi important de faire dans ce cas de scénario, c'est de préciser le type. Parce que 1 peut être un entier comme il peut être un float. Donc là, on va préciser que c'est bien un float, c'est-à-dire une valeur réelle. Ok, donc pour pas avoir de confusion par la suite. Alors le deuxième type de données, c'est les vecteurs. Lorsqu'on fait du machine learning, on traite avec des vecteurs, des matrices. Donc c'est plutôt intéressant de savoir les représenter. Donc on inscrit la liste et on peut pouvoir le transformer en tensor. Donc le tensor, en réalité, il va nous permettre de faire des choses assez intéressantes. Donc vous pouvez le voir là. On a une liste à l'intérieur. Donc Torch, c'est une fonction qui transforme la liste en tensor. Alors, la troisième chose que l'on peut voir, c'est les matrices. Donc, les matrices, typiquement, c'est les jeux de données que l'on va traiter sous forme tabulaire, peuvent être représentés par des matrices. Donc, on peut entrer donc, les valeurs, les lignes et les colonnes. Donc là, par exemple, ce que je vais écrire là, c'est une matrice de 2 lignes et de 3 colonnes. Ok, donc matrice. Alors donc là, il faut une double parenthèse. Ok. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir le type qui est affiché. Ok. Donc on peut aussi générer la matrice de façon aléatoire, mais voilà, je pense qu'on va pas le faire ici. Au fur et à mesure des vidéos, on essaiera de rentrer dans les détails de ces cas de figure là. Alors la troisième, ou je dirais la quatrième chose que l'on peut voir, c'est les tenseurs de type 3 dimensions. Alors l'exemple le plus parlant, c'est une image de 3 couleurs. Donc typiquement, donc, on a l'axe, donc les pixels sont représentés sous forme d'une matrice. Mais lorsque c'est en 3 couleurs, on a 3 couches de 3 matrices. Donc par exemple, cette image illustre bien. Et donc les chiffres que vous voyez, c'est les valeurs des pixels pour une image de couleur. Donc on essaiera de... Voilà. Alors Pil, c'est une bibliothèque qui permet de travailler avec les images notamment. Donc on va pouvoir ouvrir une image que j'ai sur mon bureau là. Donc vous ne pourrez pas le reproduire si vous n'avez pas l'image. Mais c'est très simple, il suffit de télécharger ou bien de prendre une de vos photos et de pouvoir le mettre là. Donc là je mets le nom du fichier. Ok. Donc fini, je vais changer la dimension de l'image donc en 224 224 histoire d'avoir un format un peu classique.
j'importe Matplotlib parce que ça va nous permettre évidemment de pouvoir afficher l'image. C'est une bibliothèque qui est spécialement dédiée à l'affichage des graphes, des images et à beaucoup d'autres choses. On reviendra en détail sur ces librairies-là qui sont très utiles lorsqu'on fait de l'apprentissage automatique. Ok? Donc par exemple, vous pouvez voir l'image qui va s'afficher là. Donc c'est une image, donc comme je l'ai dit, la représentation, c'est un tensor de 3 dimensions en réalité. Donc par exemple, on va essayer de voir la taille de l'image. Ok, donc le point size, il doit hériter d'un array qui est de NumPy, donc je vais le changer ici. Ok. Ok, là, une petite chose à voir avant de continuer, c'est le découpage des tensors. Donc typiquement, si on a des données sous forme matricielle ou en 3 dimensions, il peut être important de sélectionner juste des parties qui nous intéressent. Par exemple, pour une image là, on peut décider que l'on veut juste la tête du monsieur là, donc on va essayer de le découper. Donc on va découper entre 0 et 125 au niveau de l'axe des Y et de 50 à 150 pour l'axe des X. Donc pour juste se limiter à la tête, donc typiquement lorsqu'on veut faire de la reconnaissance faciale, le reste du corps n'est pas très intéressant. Et le mettre dans nos bases de données peuvent un peu mal influencer les résultats qu'on va obtenir. Donc ce que l'on va faire, c'est de découper le tensor de 3 dimensions. Ok? Donc je commence par copier l'image qui est là. Donc l'affichage que je vais faire, c'est faire l'image de... Donc sur l'axe des X, ok, donc la première dimension, donc c'est de 0 à 125. Ok, donc 0 à 125, 50 à 150. Et sur l'axe des Z, ok, donc vous voyez, là on a juste la tête de l'individu. Alors désolé de la magouille là, en fait c'était par rapport au type. Donc j'ai d'abord déclaré ça en tensor en haut avant de pouvoir faire le découpage. Donc là c'est assez cool pour pouvoir faire de la détection faciale. Donc un autre type de variable qui sera très utile, c'est les données de 4 dimensions. Donc là on peut le voir comme un ensemble d'images. Donc la 4e dimension, c'est le nombre d'images. Et les 3 autres dimensions, c'est l'image de couleur. Donc si on a un lot d'images, donc un peu comme là, donc voilà, il n'y a pas de souci, on peut clairement utiliser un tensor de 4 dimensions pour représenter ces données là. Donc ici on va pas le faire parce que voilà, c'est pas très utile. Donc alors les tensors de 5 dimensions, là c'est généralement des vidéos, un ensemble de vidéos. Une vidéo c'est de dimension 4, la 4e dimension c'est le temps et la 5e dimension c'est le nombre de vidéos. Alors, on verra des exemples lorsqu'on fera la série de vidéos sur le traitement des vidéos et des images. Mais pour l'instant, voilà, essayez juste de retenir que voilà, ça existe et que c'est très utilisé. D'accord? Alors, la dernière chose que nous allons faire dans cette vidéo, c'est évidemment de comparer les performances des... comme je l'ai dit, Tensor utilise les outils de NVIDIA, notamment CUDA, qui permet d'accélérer le calcul tensoriel, ou je dirais le calcul vectoriel ou matriciel si vous voulez. Alors ça dépend de ce que l'on fait et ce que l'on veut dire en fait, mais CUDA a été à la base développé justement pour faire ce travail là. Et ce qui est intéressant, c'est que si on essayait de le faire de A à Z, ça allait être très compliqué parce que CUDA utilise du C et donc c'est pas très évident de pouvoir l'ajouter et de pouvoir avoir un travail qui fonctionne très bien. Ok, donc
Ce que l'on va faire, c'est de générer deux matrices aléatoires et de faire la multiplication de ces matrices-là. Ok? Donc, là, ce qu'on a, c'est des matrices de lignes 10 000 et de colonnes 10 000. Donc, voyons, j'ai vraiment pris des matrices qui sont gigantesques pour que vous puissiez voir la différence. Donc, j'ai le temps qui permettra de voir le temps que ça prend pour le calcul. Donc, vous pouvez voir que sur le CPU, on a 5 secondes 0,19. Alors que là, lorsque je déclare la matrice en ajoutant CUDA, donc c'est-à-dire qu'il sera calculé sur le GPU, on se retrouve avec des valeurs d'à peine 0 secondes en fait. Donc c'est peut-être 100 fois le temps qu'a pris le GPU. Et c'est ça la puissance de PyTorch en général. Et voilà. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.